Bonjour et bienvenue sur AgriWeb TV pour le deuxième débat Parlons vrai. Le thème du jour est double. Comment cultiver la forêt d'une part, comment bien cultiver la forêt d'une part, et comment utiliser le bois comme matériau d'avenir d'autre part. Cette double interrogation correspond au double visage de la filière, répartie en deux grandes familles, les sylviculteurs d'un côté et les industriels du bois et du papier de l'autre, dont les intérêts a priori complémentaires peuvent être parfois sujets à divergence. Vous ne me mentirez pas là-dessus, je pense. Pour commencer, rappelons quelques grands chiffres. En Nouvelle-Aquitaine, environ 2,8 millions d'hectares de forêt. Nous sommes ici dans l'une des toutes premières régions forestières d'Europe. Cette forêt est privée à 93%. Elle appartient à environ 250 000 propriétaires qui possèdent plus d'un hectare et beaucoup d'autres qui possèdent moins d'un hectare. Et contrairement à une idée répandue, les feuillus sont dominants en superficie. Mais les résineux avec le massif de pin aquitain, le pin maritime et le Douglas emblématique du Limousin occupent une place prépondérante en termes d'activité économique. L'ensemble du secteur, alors je ne sais pas si mes chiffres sont tout à fait d'actualité, mais c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, pèse environ 10 milliards d'euros, c'est ce que plus ou moins. Et grosso modo, oui. Oui, et on tourne autour de, alors ça fluctue, on va dire 35 000 emplois pour arrondir. Oui, bon. Alors, comment bien cultiver une forêt ? La question ne va pas de soi pour beaucoup de nos concitoyens qui, pour la bonne raison, qui ne soupçonnent même pas, qu'en le traversant, que le massif aquitain de pin maritime est une forêt cultivée. Longtemps d'ailleurs, en dehors du cercle professionnel, ça n'avait pas besoin d'être dit. Mais aujourd'hui, la forêt cultivée est traversée par des interpellations diverses. Les tempêtes d'abord, qui ont amené à se poser la question du reboisement et des manières de le conduire, en y introduisant ou non de la diversité, et à quel niveau. Le réchauffement climatique, ensuite, avec la problématique de la résistance à la sécheresse et la montée du parasitisme. Le regard de la société, enfin, comme on l'a vu notamment il n'y a pas très longtemps, à propos de l'utilisation du glyphosate sur de jeunes plantes. Donc désormais, on peut dire que l'abeille a aussi son mot à dire. Alors, comment bien cultiver une forêt dans le sens de garantir et d'améliorer sa productivité, je pense, compte tenu des aléas. C'est ce que nous allons évoquer avec Bernard Rablade, propriétaire en Sud-Gironde, à Bellier, si je crois bien, et qui est également membre du bureau du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Alors, à côté de la sylviculture, il y a l'industrie du bois qui transforme. Alors, comment mieux utiliser le bois comme matériau d'avenir, c'est aussi un sujet d'actualité, à un moment où le secteur de la scierie est un peu à la peine, même s'il offre un visage contrasté, c'est-à-dire qu'il y a des moins bien, mais il y a aussi du bien et du très bien. Alors, bois construction, bois énergie, chimie verte sont régulièrement avancés comme les pistes les plus porteuses. Donc, nous verrons ce qu'il en est avec Alexandre Augereau du groupe Farge Bois, qui appartient lui-même au groupe Pifto, c'est ça, basé à Aigleton en Corrèze. Alors, on va commencer par M. Rablade, par la forêt, par exemple. Vaste sujet, mais quels sont à votre avis, depuis votre forêt à vous, les critères qui doivent présider aujourd'hui à l'impératif d'une bonne culture, avec un B majuscule, d'une bonne culture de la forêt ? Aujourd'hui, rien n'est vraiment modifié depuis quand même quelques décennies, puisque nos forêts, somme toute, sont quand même cultivées traditionnellement, j'allais dire. Les méthodes sylvicoles ont certes bien évolué, que ce soit mécaniquement, que ce soit génétiquement, puisque les pins maritimes ont beaucoup progressé en termes de production. Mais malgré tout, on reste encore sur des méthodes de sylviculture très traditionnelles qui sont éprouvées par nos parents qui ont déjà pratiqué ce métier depuis très longtemps et avec moins de moyens que nous avons aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'elles suffisent, ces méthodes, ou bien est-ce qu'il faut ces méthodes traditionnelles, ou bien faut-il s'interroger dans la voie de l'amélioration? Par exemple, je pense qu'après la tempête, il y a une grosse réflexion qui a été menée notamment par l'INRA et le CRPF sur de nouveaux parcours sylvicoles, etc. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est pris en compte sur le terrain? Oui, c'est pris en compte sur le terrain. La seule barrière que nous ayons, là je parle en termes de massif forestier landais, qui malheureusement ne pousse pas sur un terrain très riche et pour lequel beaucoup d'essences ne peuvent pas s'y installer. On conserve malgré tout, quand c'est possible, des feuillus, puisqu'il est avéré que la présence des feuillus dans les peuplements amène des prédateurs d'insectes qui sont des ravageurs pour les résineux. Alors ça, c'est pris en compte, ça se traduit sur le terrain. Oui. Alors, voilà. Maintenant... ça se passe comment? C'est-à-dire que sur une parcelle X de pin maritime, vous introduisez volontairement 5-10% de feuillus, moins, des lisières, comment vous faites? En principe, on essaie de conserver ce qu'il y a déjà, parce que l'implantation d'un feuillu au milieu d'un massif de résineux ne coopère pas systématiquement. Un chêne pédonculé pousse beaucoup moins vite qu'un pin maritime, et dès que la pousse du pin maritime dépasse celle des chênes, après ceux-ci ont du mal à survivre, voire à se développer. Alors, les implanter, ça peut se faire sur des reboisements. Il est assez régulier maintenant d'implanter à chaque bout de ligne de nouveaux arbres un feuillu. Un petit peu, si vous voulez, comme image, à la viticulture, mettre un rosier en bout de chaque rang de vigne. Voilà. Oui, alors, le feuillu, c'est pas pour la déco, j'imagine. Non, absolument pas. Non, voilà, il y a quand même un but de biodiversité. On ne peut pas dire ça comme ça, puisque c'est pas essentiellement la destination de cette opération. Mais comme je vous dis, les oiseaux vont venir plutôt nicher dans un chêne que dans un pin maritime. Et la présence, alors en l'occurrence, des mésanges, puisque c'est aussi c'est un très bon prédateur de la chenille processionnaire. Oui. Pour nous, voilà, c'est intéressant de faire ces opérations-là. Alors, chez vous, visuellement, est-ce que vous l'avez constaté, ce changement? Et est-ce que il est encore trop tôt pour mener des études, pour avoir un vrai retour sur ces dispositifs, ou bien on a déjà des mesures qui ont été faites notamment par les entomologistes de l'INRA qui ont vérifié effectivement le bien fondé de la chose? On s'est basé essentiellement sur leurs remarques et puis leurs études. Bien entendu, si on fait ces actions-là, c'est un petit peu guidé par ces études qui nous démontrent donc le bienfait de ces apports en feuillus. Mais comme je vous dis, c'est pas possible partout. Voilà, le terrain étant très maigre, le pin maritime, lui, il n'est pas trop difficile, il est assez rustique, il va se débrouiller. Mais si le terrain ne convient pas, vous ne planterez pas un chêne pédonculé en lande sèche et il ne poussera pas. Voilà. D'accord. Alors il y a quand même quelques terroirs qui sont plus favorables que d'autres. Bien sûr. La lande n'est pas homogène. Absolument. Et il y a quelques terroirs qui sont différents. Alors il était question aussi, dans toutes les réflexions post-tempête, de diversification des parcours sylvicoles en fonction d'usage futur du bois, avec des possibilités de culture dédiées, avec des récoltes plus jeunes, précoce, etc., plus précoces. Est-ce que ça se met en place? Est-ce que en fonction de marchés correspondants, est-ce qu'on voit aussi tout ça se mettre en place 10 ans après la dernière tempête? Honnêtement, l'effet, pour ma part, n'est pas significatif. À un moment donné, on parlait de bois énergie. Oui. Et c'était une voie sur laquelle on pouvait s'engager sur des peuplements dédiés, comme vous venez de le dire, qui sont au bout de 10-15 ans, 20 ans maximum, récoltés en totalité. C'est-à-dire qu'on ne procédait pas ou peu de sylviculture dans ces parcelles. Et donc, quand les arbres étaient venus, on coupait tout. La destination de ce bois était prévue pour faire du bois énergie, mais
Alors, moi, de mon côté, peu de propriétaires ont engagé des opérations comme ça, malgré que les acheteurs de bois avaient promis des prix intéressants à ce moment-là. Je vais peut-être demander à M. Augereau ce qu'il en pense, même s'il n'est pas positionné sur le même massif, mais je crois que le groupe auquel vous appartenez fait du bois énergie. Donc, Monsieur Rablade a l'air de dire que finalement, le bois énergie, c'est pas ce qu'on pouvait en attendre. Est-ce que c'est votre avis, vous, en tant qu'industriel qui fabriquez du pellets et autres? Alors forcément, moi je vais avoir un avis un petit peu contraire parce que le granulé bois aujourd'hui est un produit qui est très bon, mais très bon pour valoriser des produits connexes de scierie, pour pouvoir en fait valoriser une matière que l'on ne savait pas quoi faire avant. Sans ce produit-là, il serait très compliqué de pouvoir valoriser, se développer et disons ne pas être tributaire de tout ce qui est filière d'industrie de panneaux qui, on le sait, peut être assez fluctuante en fonction des marchés mondiaux. Donc le granulé bois, ça a été réellement, en tout cas pour nous, pour le groupe Iftobois, une opportunité pour récupérer une manne et pouvoir continuer le développement tel qu'on l'a fait dans les 10 dernières années. Vous, dans votre revenu, ça n'a rien de signifiant? Non. Pour ma part, je suis plutôt sensibilisé à du bois d'œuvre. Je suis encore un ancien qui garde les traditions. Pour moi, une poutre de bois vaut mieux que alors je vais heurter des sensibilités, que du lamellé-collé. Mais bon, ça c'est... mais alors, bon, voilà. Tout à fait, mais il y a aussi une chose, c'est clair, on ne broie pas du bois pour faire du granulé, je le précise. C'est quand même avant tout l'objectif d'exploiter du bois. Il est bien, comme vous le dites, du bois d'œuvre. C'est aussi un respect du travail des 40-50 dernières années d'ancêtres. Donc c'est aussi le travail des scieurs de valoriser le bois au mieux. Alors justement, à propos de valorisation et de prix du bois, il était tombé bien bas. Je crois que c'était 1 € la tonne au moment, dans les mois qui ont suivi la tempête. Oui. Alors, j'entends qu'on a plus ou moins retrouvé les prix d'avant-tempête. Où est-ce que ça en est? Où en est-on? Et on est-on surtout maintenant de l'offre? C'est-à-dire, il y a du bois, il y en a plus, il y en a moins. Où est la situation actuellement sur le terrain et où en sont les prix aujourd'hui? Contrairement à ce que certains industriels dans ma région, peut-être pas dans la vôtre, prétendent, du bois, il y en aura. Il est disponible. Nous avons des moyens de le quantifier, de le localiser et de le fournir à nos acheteurs potentiels. Il n'y a pas de souci. Les effets secondaires donc des premières tempêtes de 99 vont arriver bientôt sur le marché, puisque les reboisements consécutifs à la première tempête vont commencer d'être éclaircis. Donc, dans un laps de temps relativement court, dans les 4-5 années qui arrivent, un volume de bois important dû au reboisement de ces surfaces va arriver sur le marché. Alors oui, nous avons bradé notre pain maritime à des prix pas corrects, mais on a sauvé ce qui pouvait l'être à des prix, voilà. Les professionnels nous ont promis de nous rétribuer quand les temps seraient meilleurs. Alors aujourd'hui, les temps sont meilleurs, c'est vrai. Pour nous, le prix du bois est correct. Il n'est jamais assez, ça je peux vous rassurer. Mais voilà, il faut que tout le monde se rassure. Du bois, il y en a, on sait où il est, il faut aller le chercher. Voilà. Le prix du bois, c'est les professionnels qui le font, c'est pas nous qui le faisons. Hein. Ouais. Il faut bien garder ça aussi dans nos idées. Voilà, donc il faudra, dans un deuxième temps, quand il y aura un surplus de bois, qu'il y ait une réaction correcte de la part des industriels. Je pense qu'il faudra adapter au moment venu. Voilà. Et au niveau de la sylviculture que vous conduisez chez vous, est-ce que vous ressentez physiquement le changement climatique et comment ça se traduit? Et est-ce que vous testez ou vous avez de ces essences nouvelles un peu plus résistantes? Est-ce qu'on pourvoit au renforcement du pain maritime avec un peu de génétique un peu plus méditerranéenne ou pas? Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui,
Le pain maritime ne se décline pas en plusieurs variétés. Si on peut dire, on a des camarades de classe, le pain Laricio, voilà, des pains qui ont de meilleures rectitudes et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, le pain maritime est quand même bien présent, on va dire à 98% sur les terres sur lesquelles on peut l'implanter. Les débouchés sont pour l'instant que pour le pain maritime. Le pinthéda fait un petit peu son apparition, mais le pinthéda est un arbre malgré tout assez fragile, qui est encore plus fragile aux scolites, enfin aux insectes que le pain maritime. Donc on reste encore assez prudent sur les variétés qu'on pourrait implanter sur nos terrains. Alors, au niveau, en fonction des débouchés, dans les réflexions d'après-tempête, il y avait aussi des propositions en faveur du renforcement de cultures comme celle du robinier, comme celle de... Oui. Est-ce que c'est traduit, comme celle du peuplier, mais qui existe déjà, Oui. Est-ce que c'est traduit dans les faits, ça, ou pas? Encore une fois, c'est un problème de station. Vous ne pouvez pas mettre du robinier partout. Le peuplier, c'est même pas la peine. Vous ne pensez même pas à mettre un peuplier sur le lande sèche. Donc voilà, ce sont des essences qui sont particulièrement adaptées à des endroits, à des placettes vraiment typiques, adaptées pour leurs besoins. Mais ça reste encore assez marginal. Ici, on a quand même un débouché qui revient notamment en viticulture sur les piquets de vigne, donc en acacia robinier. Oui. Donc le marché est en train de repartir visiblement, puisque certains avaient mis du métal, mais je crois que beaucoup de châteaux reviennent au traditionnel, au feuillu, quoi, enfin à l'acacia. Et voilà, donc après pour les chênes, nous, le chêne c'est plutôt du bois de chauffe, parce que nos chênes pédonculiers n'ont pas une qualité de sillage attendue. Alors pour revenir à notre point de départ, la tempête de 99, mais encore plus celle de 2009, a généré des tas de réflexions. Oui. L'engagement avait été pris de reboiser à l'arbre près, mais avec comment dire, avec peut-être des approches différentes. Finalement, vous me dites, on retrouve une structure assez largement traditionnelle. Et est-ce que l'engagement finalement de reconstituer à l'arbre près a été tenu ou est en passe d'être tenu? Oui, pratiquement. Alors les seules, si je peux dire, les seules modifications que l'on puisse avoir sur la sylviculture proprement dite, techniquement, on essaie plutôt de faire les lignes d'arbres dans l'axe du vent dominant, quand c'est possible, quand les parcelles le permettent. Il s'avère que quand le vent pénètre à l'intérieur d'une ligne d'arbre, il y a peut-être moins de casse que si vous aviez les lignes perpendiculaires au sens du vent. Malgré tout, quand vous avez un vent qui dépasse 130 km/h, que vous ayez une station avec des arbres bien accrochés ou pas, ils seront cassés. Donc voilà. Aujourd'hui, techniquement, on fait attention, on essaie de ne pas trop débroussailler avec des lames trop profondes pour casser les racines de façon à ce que l'enracinement de l'arbre soit meilleur. On essaie en matière de mécanisation forestière d'avoir des outils qui soient moins... comment dirais-je, qui attaquent moins le sol comme on faisait autrefois, mais ça reste encore assez sommaire. Autre point, ce que j'appellerais l'interpellation sociétale, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure en souriant, l'abeille qui s'invite dans le débat. Oui. Donc il y a une interrogation sur les pratiques. On a vu l'affaire du glyphosate qui a défrayé la chronique il y a quelque temps. Alors, sans parler de ceux qui remettent en cause la notion de forêt cultivée elle-même, mais ça, bon, je suppose que vous n'envisagez pas ça une seconde. Mais par rapport aux pratiques, par rapport à l'usage de produits phytosanitaires, est-ce que là vraiment vous entrez dans une période de vigilance par rapport à une situation qui a pu être par le passé un peu moins contrôlée? Absolument. La vision de la forêt actuellement par les médias, par le public, doit être irréprochable au point de vue de la gestion des sylviculteurs. Le glyphosate a été utilisé, il était autorisé, il ne l'est plus puisque ceux qui l'ont utilisé,
on va dire, à dose homéopathique, c'est peut-être pas l'image que vous attendez, mais vraiment, c'est quelque chose qui a été très local et qui ne représente pas une superficie importante sur le massif forestier. C'est aussi un coût qui peut ne pas être absorbable par le propriétaire parce que on a des outils mécaniques qui font la même chose, qui coûtent moins cher et qui sont aussi efficaces. Donc, comme je vous disais au début, on reste encore sur du traditionnel. La vieille hollandaise avec les lames fera un aussi bon travail et les sylviculteurs aujourd'hui n'utilisent plus de glyphosate. J'en connais très peu. Les sylviculteurs qui malheureusement en ont été, j'en connais un pas très loin de mon village qui a été, comment dirais-je, touché par le produit des abeilles qui a été contrôlé, et voilà. Mais c'était vraiment marginal. Et voilà, il n'y a pas eu de conséquences. Alors, encore une fois, c'était un produit, c'est toujours un produit qui est encore autorisé encore pour 2 ans. Voilà, dans un très peu de temps, mais je vous rassure, c'est terminé. On n'en parlera plus. Je vais me tourner vers vous, monsieur Augereau. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment de payer le bois trop cher Payer le bois trop cher, vous allez me dire, ça dépend lequel. La réponse du sûr va dire qu'on le paye toujours trop cher. Mais non, faut rester sérieux. Il faut le payer à juste titre. En effet, les prix sont revenus comme avant tempête. Ça, c'est un fait. Il y a un emballement aussi sur certaines. Donc, il faut quand même relativiser. On a une chance par rapport à nos voisins qui sont dans le massif Vosges et beaucoup plus proches de l'Allemagne. Quand on leur donne nos prix d'achat, ils rigolent sincèrement. Donc, on relativise. Bon, par contre, il faut bien aussi rester vigilant par rapport à tout ça. Parce que, comme vous pouvez le savoir, les comptes de résultats des scieries ne sont pas bons. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas non plus une chose et un dû et un constat qui ne peut pas être changé. Au jour d'aujourd'hui, en effet, la scierie traditionnelle telle qu'on l'entendait aura très peu de chances de continuer ou du moins de prospérer et de gagner énormément d'argent pour pouvoir être pérenne à 50 ans près. Aujourd'hui, il nous faut de notre tradition, comme vous parliez de tradition tout à l'heure, il nous faut aussi réinventer toute une filière. Étant donné que la filière forestière, de sciure française a toujours été quand même une filière dominante de bois non séché, frais, en charpente, sans tri. Et automatiquement, ça a un coût, parce qu'automatiquement, on ne peut pas vendre le produit. On a le même produit que tout le monde, donc ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, nous, en tout cas, sur le périmètre PIF-Topharge, la stratégie, c'est plutôt d'investir sur de la valeur ajoutée. Voilà, quelles sont vos réflexions La guerre franco-française, elle n'est pas intéressante. Aujourd'hui, les parts de marché, elles sont à aller chercher sur... alors, on est sur un pays bordelais d'import, mais sur les bois d'import. Aujourd'hui, quand on parle de construction, on parle bois blanc, principalement. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir aussi changer, parce que c'est vrai qu'un bois blanc, on en a aussi en France, on en fait. Sur le Massif central, on en trouve des très beaux aussi. Mais par contre, on a une autre essence aussi qui, elle, est à valoriser d'autant plus, c'est le Douglas. Aujourd'hui, on a une chance, c'est d'avoir une essence typiquement française où on va trouver ça sur des milliers d'hectares qui va nous permettre en fait de rivaliser ou du moins de réinventer une filière. Oui, alors, pour mémoire, le Douglas, c'est quoi, autour de 220 000 hectares, c'est ça à peu près? C'est le chiffre que j'ai lu. Un petit peu plus. Oui, c'est 400 420 000 hectares quand même. Ah oui, non, mais donc 80% qui sont dans le Nouvelle-Aquitaine, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est 200 mais concentré en fait au centre de la France avec 80% du volume. Ouais. Le gros avantage de cette filière-là, c'est que c'est une essence qu'il n'y a pas grand monde qui ont, à part forcément son bassin d'origine qui est l'Oregon. Donc déjà en Europe, on a un argument à proposer. Mais l'essence en elle-même ne suffit pas. Demain, il va nous falloir aussi réinventer pour préciser pour ceux qui nous regardent, le Douglas pour quel type de produit par exemple? Le Douglas aujourd'hui, on s'oriente plutôt sur de la construction, mais de la construction ossature, mais aussi tout ce qui est. Alors c'est vrai que le Douglas, on l'a surtout ces 10 dernières années communiqué sur son classe 3 naturel. Ça, je ne vais pas trop en parler. Aujourd'hui, le Douglas, la problématique, elle est plutôt générale et on l'a beaucoup utilisé en revêtement, terrasse, bardage. Il faut aujourd'hui arriver à concevoir cette essence comme une essence de structure en tant que telle.
Donc, structure classique, charpente, mais on peut tout à fait... Alors, vous avez parlé un peu de la mêlée-collée. Moi, je suis un fervent défenseur du la mêlée-collée. Mais bon, aujourd'hui, on a une essence qui va nous permettre, de par la technicité et les moyens inventés, de faire du la mêlée-collée, du bois à bouter, de même faire du CLT, c'est-à-dire de pouvoir proposer des immeubles. Et aujourd'hui, on le voit bien sur les marchés, en tout cas, et sur les chiffres, la maison individuelle est plutôt en recul. Par contre, le collectif est plutôt en fort développement, Oui, et c'est à nous d'aller le chercher. Vous me démentirez si je me trompe, mais il y avait eu, il y a moins d'une dizaine d'années de ça, un fort espoir du développement de la maison bois, qui finalement n'a pas tenu ses promesses, semble-t-il. Or, là maintenant, on parle plutôt de grands immeubles. Bon, est-ce que c'est un marché vraiment d'avenir, ou est-ce que c'est simplement un effet spectaculaire du moment? Non, l'effet spectaculaire, je pense... je pense... construire à Bordeaux un immeuble avec... voilà. Mais est-ce que c'est one shot, ou bien est-ce qu'il y a derrière ça, il y a effectivement de réels espoirs d'un marché qui se construise? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'arguments. Alors, le marché de l'ossature bois s'est quand même développé. On est quand même passé de 3% à 10%. Ouais. Ça représente plus 7 quand même. Après, sur le collectif, on a quand même une raison d'espérer que ça aille bien plus vite et bien plus haut. Pourquoi ? Première étape, vous avez aujourd'hui une agglomération. Quand on parle d'immeubles, on va forcément parler des grosses agglomérations. Vous avez une pollution urbaine qui est saturée. Aujourd'hui, construire en ossature bois, mais en collectif haut, on va parler du CLT par exemple, c'est d'amener des panneaux préfabriqués, prêts à monter, où il n'y a besoin que d'une grue. Ça veut dire pas de gravat, pas de déblaiement, pas de camion. Donc restriction de la pollution environnante, restriction aussi de la pollution sonore. Enfin, le bois n'empêche pas une mixité avec le béton. Mais on est bien d'accord. Mais forcément, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Mais automatiquement, les bureaux de contrôle nous obligent aussi à le mixer avec ces choses-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a ce genre de choses-là qui vont nous permettre d'aller vers l'avant. On a aussi des groupes comme Vinci. Et en général, ces gens-là, quand ils commencent à mettre le nez dedans, ce n'est pas pour faire de la figuration. En tout cas, on a constaté. Après, on a aussi un débat écologique. Aujourd'hui, on a quand même on va parler du sable. Alors, je ne suis pas très pro-béton, hein, vous le verrez, mais on a ces problématiques d'approvisionnement de sable. Parfait. Mais non. Mais par contre, aujourd'hui, on a ce souci-là, c'est de valoriser une essence, de valoriser une forêt et de développer une filière. Je vous dirais qu'à la rigueur, l'opportunité, c'est pas de savoir si le collectif va pousser ou pas, c'est savoir si les industriels vont être à la hauteur ou pas. Et donc, ça veut dire d'avoir des interprofessions et des structurations de filières. Le Douglas, on a cette chance-là, c'est qu'en 100 ans, on a réussi à organiser tout autour. Ça veut dire aussi, au niveau des entreprises, d'avoir la bonne réflexion et d'avoir de réaliser les investissements qui vont avec. Parce que je suppose qu'il y a derrière de gros investissements. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, grosso modo, les immeubles de demain vont se faire avec les investissements d'aujourd'hui. Et si on n'investit pas et on ne réfléchit pas correctement et surtout on n'accompagne pas le développement des entreprises maintenant, et c'est aussi le rôle des politiques aussi d'être pro-bois, parce qu'il y a aussi ça qui va faire peser dans la balance. On a une vitrine... Est-ce que vous le sentez, cette fibre, sans jeu de mots, cette fibre pro-bois des politiques? Alors, on a une chance, mais dans la réalité... on va relativiser, enfin, les pessimistes vont dire que c'est un effet d'annonce, les optimistes vont dire que c'est un bon effet. Parlons des JO, on en pensera ce qu'on voudra, mais on a une volonté de mettre du bois déjà dans le village olympique et en plus de favoriser, d'essayer de pousser un maximum de bois français dedans. Pour ça, il faut avoir les produits qui vont avec, il faut avoir les industriels qui répondent pour. Ouais. Donc c'est une question d'organisation de filière, de valorisation d'essence. Et après, il faut juste savoir si on veut aller chercher son bois en Scandinavie, en Allemagne, ou plutôt utiliser une forêt qui, rappelons-le, est quand même vieillissante. Pour rappel, là je parlais uniquement du massif Douglas, mais c'est 6 millions de mètres cubes par an de production pour 3 millions à peine de récoltés. Excusez-moi de vous couper, mais oui. Si on refait le film en remontant 5 ans, 10 ans, même 15 ans, 20 ans arrière, il y a des tonnes de rapports, des tonnes et des tonnes de rapports qui préconisent ça. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que vraiment on avance ou pas ? On avance, parce qu'aujourd'hui, on ne verrait pas l'émergence, notamment sur Bordeaux, de projets d'immeubles bois comme on en voit aujourd'hui. Le sujet est bien plus... Aujourd'hui, sur Paris, des choses sont en train de se mettre en avant. Il y a une volonté.
Maintenant, après le pessimiste verra qu'on n'en fait pas assez, que le politique ne fait pas assez, l'optimiste va quand même voir qu'on a une favorisation, on favorise énormément tout ce qui est filière bois en France. Maintenant, il faut, comme je vous le dis, que les industriels prennent la balle au plomb. Alors peut-être pour résumer, puisqu'il nous reste quelques secondes pour en revenir au sujet de départ, comment mieux utiliser le matériau bois comme matériau d'avenir, sur quoi la filière Nouvelle-Aquitaine au sens large doit-elle se focaliser? Quelle est la voie de l'avenir? Déjà, investir sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il faut absolument que nos entreprises soient capables d'investir et surtout de garder la valeur ajoutée, de transformer le bois plutôt que de s'en débarrasser, de scier et de le vendre directement. Le sieur, il a besoin aujourd'hui d'apporter un service. Et ce service, alors, il ne faut pas réinventer la vie, hein, les produits, ils existent tous. Le truc, c'est qu'il va falloir aujourd'hui savoir valoriser sa matière, respecter ce qu'a fait le propriétaire aussi forestier 50 ans avant, parce que on pourrait très bien prendre n'importe quel morceau de bois, l'envoyer, et puis faire, quoi qu'il arrive, du bois. Mais la notion du sieur, elle est d'abord de valoriser, tirer la quintessence de la qualité. C'est 3-4%, 10% de qualité vraiment top. Et ensuite, c'est de la structure. Aujourd'hui, il faut absolument concevoir nos immeubles, nos constructions, comme quoi on a en France une expression qui dit investir dans la pierre. Il faut arrêter. Il faut investir dans le bois. Bon. Eh bien, écoutez, on va rester sur ce message. Merci d'avoir participé Merci à vous. à cette émission. Et puis, bonne continuation à chacun. Merci.